Des cœurs créés en laboratoire. Des cœurs artificiels capables de remplacer totalement le cœur humain. Et des cochons génétiquement modifiés pour devenir des donneurs d'organes. Il disait, n'en déplaise aux poètes, le cœur n'est qu'une pompe. Sommes-nous vraiment prêts pour cette médecine du futur? Car aujourd'hui, les dons d'organes sont trop rares. Rien qu'en Europe, plus de 1000 personnes attendent un nouveau cœur. Un tiers des patients est condamné. Pour remédier à cette pénurie, la science et la médecine n'ont pas d'autre choix que d'innover. Aujourd'hui déjà, des valves cardiaques capables de grandir avec l'enfant souffrant de malformations sont porteuses d'espoir et d'avenir. Mais jusqu'où peut aller la recherche médicale? Que faisons-nous au juste? Est-ce acceptable ou va-t-on trop loin? Elmar Sprink a reçu un nouveau cœur en 2012. Depuis, il ne cesse d'étonner le monde médical. Elmar est un cas unique. Il veut profiter au maximum de cette seconde vie qui lui a été donnée. Être en bonne santé est une chance qu'on apprécie d'autant plus qu'on a été gravement malade. Le sport a toujours été très présent dans ma vie. Avant ma transplantation, j'étais passionné de triathlon. Quand je cours en forêt ou en montagne, je fais souvent une pause pour profiter du moment. Je contemple le paysage et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir reçu un cœur. 12 juillet 2010. Elmar n'a que 39 ans lorsque son cœur s'arrête soudain de battre. Un coup du sort qui va bouleverser toute son existence. C'était une chaude journée d'été. Je travaillais chez moi. Je me suis assis sur le canapé pour regarder le Tour de France. Et l'instant d'après, je me suis réveillé à l'hôpital, avec un tube dans le nez. Sa femme, Karine, le découvre au sol, inconscient. Les secours emmènent Elmar au service de réanimation de l'hôpital le plus proche. Les médecins lui font passer une batterie d'examens, mais rien n'explique la défaillance subite de son cœur. Au fil des mois, son état s'aggrave. Le verdict est sans appel. Elmar a besoin d'un nouveau cœur. Il est loin d'être un cas isolé. En Europe, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès, faisant près de 4 millions de victimes chaque année. Mais pourquoi le cœur est-il un organe vital, contrairement à d'autres? Le cœur est notre moteur. Il assure la circulation sanguine dans tout notre corps à travers 100 000 km de vaisseaux. Une pompe qui bat à un rythme régulier et sans jamais s'arrêter, pas moins de 36 millions de fois par an. Dès la 10e semaine de grossesse, le cœur du fœtus se met en route selon un cycle immuable. Il commence par pomper le sang pauvre en oxygène dans le ventricule droit. Le sang est ensuite propulsé dans l'artère pulmonaire en direction des poumons. Il s'y enrichit en oxygène avant de revenir dans le ventricule gauche. De là, le sang chargé d'oxygène est envoyé via l'aorte dans tout l'organisme. Jan Goumert dirige la clinique de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à Badenhausen, l'un des plus grands centres de transplantation en Europe. Comme d'autres patients, c'est ici qu'Elmar Sprink attend son nouveau cœur. Sa particularité, il n'avait pas le moindre antécédent. Une rareté chez les patients cardiaques en attente d'une greffe. La moitié des patients présentent une maladie coronarienne qui, à terme, entraîne un problème d'irrigation du muscle cardiaque. Avec le temps, le cœur s'affaiblit jusqu'à nécessiter une transplantation. Pour l'autre moitié des patients, c'est le muscle cardiaque lui-même qui est malade, souvent à cause d'une prédisposition génétique. Chaque année, les chirurgiens de la clinique procèdent à environ 80 greffes cardiaques.
Cette pratique, presque banale aujourd'hui, faisait encore sensation dans le monde entier il y a seulement 50 ans. L'hôpital Grooteschouwer au Cap, Afrique du Sud. Dans la nuit du 3 décembre 1967, le docteur Christian Barnard est le premier à transplanter le cœur d'une personne décédée. Le receveur est Louis Waszkanski, 54 ans. L'équipe d'une trentaine de personnes opère pendant plus de 9 heures avant que le cœur greffé se remette à battre dans un autre corps. Un prodige médical. Mais cette première mondiale fait aussi débat. En France, le magazine Paris Match s'interroge. Les chirurgiens ont-ils vraiment le droit de greffer un cœur? En Allemagne, en revanche, Barnard est salué comme un pionnier de la chirurgie cardiaque. Ces images montrent Louis Waszkanski qui se remet de l'opération. Mais il n'y survivra que 18 jours avant de succomber à une pneumonie induite par le puissant traitement anti-rejet qui a miné son système immunitaire. Il n'est pas mort de la maladie pour laquelle nous l'avons opéré. C'était bouleversant de voir son cœur à l'autopsie. Il était magnifique. Tout était normal. Les sutures étaient intactes, sans le moindre signe d'infection, ni aucun caillot sanguin. Il faudra encore plusieurs années et de nombreux revers pour que la transplantation cardiaque devienne une procédure médicale sûre. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, les greffes font presque partie du quotidien des chirurgiens. Le taux de survie a grimpé, notamment grâce aux nouveaux médicaments anti-rejet. Et pourtant, le nombre de greffes cardiaques ne progresse pas, car ce sont les donneurs qui manquent, surtout en Allemagne. Personne en Europe, et peut-être même dans le monde, n'attend aussi longtemps qu'en Allemagne. À l'heure actuelle, un patient allemand ne peut espérer recevoir un cœur qu'à condition d'être sur la liste des super-urgences. Et même là, il faut patienter 6 à 8 mois à l'hôpital avant de recevoir un greffon. Elmar Sprink a lui aussi enduré cette attente interminable. Malgré l'urgence, il n'y a pas de cœur disponible pour lui. Mi-février 2012, cela faisait déjà 5 à 6 semaines que j'étais hospitalisé. J'avais encore fait un arrêt cardiaque et heureusement, les médecins avaient pu intervenir rapidement. Mais un jour, ils ont annoncé à ma famille que je n'avais plus que 12 à 24 heures à vivre. Les médecins d'Elmar doivent agir coûte que coûte. Ils lui implantent un dispositif d'assistance ventriculaire qui aide son cœur à fonctionner. À chaque battement, un cœur normal éjecte 70% du sang présent dans son ventricule gauche dans la circulation sanguine. Le cœur d'Elmar, lui, n'atteint même plus 20%. Une pompe artificielle, implantée directement dans le ventricule gauche, envoie le sang oxygéné dans l'aorte, le point de départ du système sanguin. Un câble relie la pompe à un contrôleur et des batteries, tous deux externes. La vie d'Elmar ne tient plus qu'à cette petite pompe mécanique. Je devais rester assis, à peine plus en arrière que je ne le suis là. Je ne pouvais même plus me retourner seul dans mon lit. On me faisait la toilette, j'avais une sonde urinaire. La pompe était réglée sur 110, puisque mon cœur ne battait plus tout seul. Je l'ai écouté moi-même avec un stéthoscope. Ça faisait un petit bruit sec. J'avais encore mon cœur, mais il ne marchait plus qu'avec l'assistance de cette machine. On estime qu'en Europe, un tiers des patients ayant besoin d'une greffe ne survit pas au délai d'attente. Début 2017, la France a modernisé sa loi pour réaffirmer un principe essentiel. Chaque citoyen de plus de 18 ans est présumé favorable au don de ses organes. S'il s'y oppose, il doit faire valoir son droit par écrit. Pour l'heure, l'Allemagne rejette un tel système. On n'est donneur qu'à condition d'exprimer son consentement formel. À la faculté de médecine de Mayence, Gertrude Greifhiger s'intéresse depuis longtemps au sujet. Spécialiste en éthique médicale, elle plaide pour que l'Allemagne passe aussi au consentement présumé, car seul un tiers de la population fait la démarche de se déclarer donneur d'organes.
Les sondages montrent que dans notre pays, 95% des gens aimeraient pouvoir bénéficier d'une greffe. Et puisqu'on sait qu'un organe ne peut venir que d'une autre personne, il devrait y avoir tout autant de gens prêts à en faire don. On est très loin du compte, ce qui devrait nous faire réfléchir. Près de Munich, dans un petit village paisible, des chercheurs de l'université Louis et Maximilien poursuivent une autre piste pour pallier la pénurie d'organes. Et si les donneurs d'organes de demain étaient là? Nous élevons ici des cochons qui ne sont pas comme les autres. Ils sont censés donner naissance à de futurs donneurs d'organes. La particularité des cochons de cet élevage, c'est que leur génome a été modifié de manière à ne présenter aucun des virus porcins spécifiques à l'origine de maladies. Pour entrer ici, toute personne doit se doucher et se changer entièrement pour éviter de leur transmettre des germes inconnus venus de l'extérieur. Des organes animaux dans un corps humain? Cette pratique, appelée xénotransplantation, n'est pas nouvelle et elle fait l'objet de recherches depuis déjà plus d'un siècle. Pour l'instant sans succès. Les organes sont systématiquement rejetés. Mais ces cochons génétiquement modifiés sont peut-être une avancée décisive puisqu'ils minimisent le risque de transmission de virus porcins à l'homme. Aujourd'hui déjà, nous bénéficions de greffes de valves cardiaques issues de porcs. De par la taille et la fonction de leurs organes, similaires à celles de l'homme, les cochons sont des donneurs privilégiés. En outre, ils se prêtent très bien à l'élevage, car ils se reproduisent vite et en nombre. Il n'y a qu'un an entre chaque génération, et une portée moyenne compte 8 à 12 porcelets. Enfin, dernier point et le plus important, c'est que nous maîtrisons différentes méthodes pour modifier leur ADN. L'objectif principal de l'équipe Descartes-Wolf, éviter le rejet des organes. Pour cela, les chercheurs implantent aux porcs de leur élevage certains gènes humains. Résultat, les cellules porcines présentent une protéine humaine à leur surface. Notre système immunitaire pourrait ainsi tolérer le greffon plus longtemps. Pour transmettre ces modifications génétiques à une nouvelle génération de porcs, des embryons dotés du même ADN sont clonés en laboratoire. Moins de 4 mois plus tard, une nouvelle portée de porcelets vient au monde. La première génération de donneurs d'organes potentiels. Il ne faut pas s'imaginer que les rejetons directs de ces cochons seront destinés à des greffes pour l'homme. Mais nous pensons que d'ici 5 à 10 ans peut-être, c'est difficile à dire, nous pourrons transplanter des organes issus de cette lignée de cochons. Reste d'abord à déterminer si de telles xénogreffes sont réellement possibles. Les expériences pour le savoir ne peuvent être menées qu'avec des organes intacts, prélevés sur un cochon qui doit donc mourir. Chaque procédure est soumise à une autorisation préalable. Le cœur est relié à un circuit sanguin artificiel de sang humain de façon à simuler l'organisme. Un défibrillateur fait redémarrer le cœur. De cette façon, nous pouvons tester comment un cœur de cochon génétiquement modifié réagit au sang humain. Et inversement, comment le sang humain réagit au cœur porcin. Nous avons reconstitué d'une part le système sanguin et d'autre part le système pulmonaire. Comme chez l'homme, c'est là que le sang est enrichi en oxygène à l'aide d'un oxygénateur. Nous pouvons créer la même tension artérielle que chez l'homme et la faire varier à notre guise pour observer le résultat. Un résultat qui aide les scientifiques à savoir si un rejet peut être évité. Mais la première xénogreffe d'un cœur porcin dans un homme n'est pas pour tout de suite.
car la méthode soulève de nombreuses questions juridiques et éthiques. L'utilisation d'organes d'animaux pourrait être une solution à la pénurie d'organes. Quand on songe qu'en Allemagne, 60 millions de cochons sont tués chaque année rien que pour finir dans nos assiettes. Les gens accepteront peut-être que quelques-uns soient sacrifiés pour sauver des vies humaines. Le fond du problème, c'est qu'une espèce animale, douée d'intelligence, de sensibilité, mais aussi de dignité, serait élevée dans le seul et unique but de servir d'objet, de produit pour une procédure médicale. Une limite serait alors franchie, et cela mérite réflexion. Pour l'heure, les patients en attente d'un organe ne peuvent compter que sur les dons humains. Or, depuis des années, le consentement aux dons stagne, recule même. Un point très délicat reste à trancher. Quand est-on véritablement mort? Les gens ont très peur que les médecins ne leur appliquent plus les mêmes traitements à partir du moment où ils ont une carte de donneur d'organes ou qu'ils consentent à être donneurs. Ils redoutent qu'on ne voit plus en eux que des donneurs d'organes potentiels et qu'on mette fin prématurément à leur traitement pour pouvoir prélever leurs organes. Mais cette crainte est infondée, dans la mesure où le traitement d'une personne qui s'est déclarée prête à donner ses organes sera mené à terme, même après l'heure du décès. En France et en Allemagne, depuis 1968 et suite aux progrès en matière de réanimation, il faut d'abord constater la mort cérébrale du patient. Au moins 2 médecins doivent confirmer séparément l'arrêt irréversible de l'activité cérébrale. Ensuite seulement, la procédure de don est lancée. Et pour que les organes restent irrigués et oxygénés, le patient doit être sous respirateur artificiel jusqu'au prélèvement. Le siège d'Eurotransplant aux Pays-Bas coordonne les dons d'organes pour 8 pays européens. C'est différent en France, où l'organisme responsable est l'Agence de biomédecine, qui dépend du ministère de la Santé. Le personnel d'Eurotransplant examine la comptabilité biologique des organes et le degré d'urgence. 1200 personnes sont en attente d'un nouveau cœur et seule la moitié en recevra un. Elmar Sprink aussi espère faire partie des plus chanceux. Après 7 mois d'attente, la bonne nouvelle tombe enfin. C'était le 8 juin, vendredi soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. André, l'infirmier, est arrivé et nous a dit « C'est parti ». On s'est demandé de quoi il parle. On a un cœur pour toi. On va vous laisser seul quelques minutes. Karine et moi, nous nous sommes regardés. Je savais que c'était la seule option. Je ne pouvais pas vivre indéfiniment avec l'implant cardiaque. C'était évident. Il me fallait un nouveau cœur. Quand un receveur compatible est trouvé, tout doit se passer au plus vite et sans entrave, car les médecins ont très peu de temps. De tous les organes, le cœur est celui dont la greffe est la plus conditionnée par le temps. Si le délai entre le prélèvement et l'implantation dépasse 3h30, la viabilité du cœur diminue de 10% par heure supplémentaire. Il y a donc une forte pression pour mener la procédure à bien dans ce court intervalle. Ces conteneurs pour organes pourraient-ils révolutionner tout le système? Avec la procédure classique en ischémie froide, le greffon est refroidi dans de la glace pilée. Là, il est maintenu à température corporelle et alimenté en sang oxygéné. Cet appareil, appelé Organ Care System, est l'une des grandes innovations technologiques récentes en chirurgie transplantatoire. Ce cœur, qui va être greffé aujourd'hui à Fribourg, vient d'un endroit difficilement accessible en Allemagne. On estime que c'est le 200e patient européen à profiter de ce dispositif. Sans ce nouveau procédé, le greffon aurait pâti de la durée du transport. Il offre ainsi l'avantage aux chirurgiens d'avoir plus de temps pour préparer l'intervention au bloc.
Mieux encore, des cœurs légèrement abîmés peuvent même se régénérer une fois dans l'appareil. Contrairement à la conservation en ischémie froide, avec laquelle les dégâts augmentent au fil du temps, ce système permet au cœur de se régénérer, puisqu'il continue de battre. Nous pouvons ainsi prélever également des cœurs en un peu moins bon état, en leur laissant du temps pour se rétablir avant la greffe. Cela augmente le nombre de donneurs potentiels. On manque encore d'études prouvant que cette méthode de transport est meilleure que celle sur glace. Mais l'Organ Care System pourrait grandement faciliter la répartition des précieux organes issus de dons. Elmar Sprink a reçu l'un des rares cœurs disponibles et il se remet rapidement de l'opération. Seulement un mois plus tard, il est de retour chez lui. Il se souvient avec clarté des premiers instants de sa nouvelle vie. Je trouvais particulièrement agréable de sentir le soleil sur ma peau. Marcher pieds nus dans l'herbe aussi, c'était une sensation formidable. Elmar se bat pour reprendre le cours de sa vie avec des hauts et des bas. Il est animé par la volonté de refaire du sport avec ce deuxième cœur. Les 6 premiers mois ont été difficiles. Je faisais de l'hypertension, j'avais des douleurs au thorax, mes valeurs sanguines jouaient au yo-yo. En août, je me suis remis au vélo. À ma première sortie, j'ai roulé à 12,5 km/h en moyenne, ce qui est lent. J'avais juste envie de rouler. Une vieille dame m'a doublé avec ses sacs de course, alors que j'avais tout l'attirail du cycliste. Elle a dû me prendre pour un vrai crétin. J'ai d'abord fait 7 km, puis 10, et ainsi de suite. De passage à la clinique, Elmar rend visite à Michel Morchous, le chirurgien qui l'a opéré 5 ans plus tôt. Avoir un nouveau cœur qui marche aussi bien et les bons médicaments, c'est génial. Parce que j'aime faire du sport. C'est incroyable qu'un cœur greffé soit aussi performant. Mais même si le cœur d'Elmar dépasse toutes les espérances, combien de temps tiendra-t-il? Il faut bien garder à l'esprit qu'une transplantation ne permet pas de vivre éternellement. Certains pensent « C'est bon, j'ai un nouveau cœur, j'ai 50 ans devant moi ». C'est faux. 10 ans après la greffe, seuls 55% des patients sont encore en vie. 20 ans plus tard, ils ne sont plus que 25%, à cause du rejet chronique du greffon. Elmar espère déjouer les pronostics et fait tout son possible pour garder son cœur en bonne santé. Bien des choses qui vous semblent banales au quotidien ne le sont pas pour une personne greffée. J'aimerais surtout avoir une espérance de vie normale et garder la santé. Être en bonne santé est une chance qu'on apprécie d'autant plus qu'on a été gravement malade. Si Elmar peut vivre avec le cœur d'un autre, c'est aussi et surtout grâce aux immunosuppresseurs. Chaque matin, à 9 h, il prend les cachets qui empêchent son organisme d'attaquer le cœur greffé. L'arrivée de la cyclosporine, dans les années 1980, a amélioré le traitement. Mais les effets indésirables sont encore très présents. Ça fait pas mal de cachets. Devant, ce sont les immunosuppresseurs qui me sont nécessaires. Les autres comprimés, ce sont des compléments alimentaires. Pour l'organisme d'Elmar, le cœur greffé est un intrus, constitué de cellules du donneur. Les lymphocytes T identifient ces cellules étrangères et vont les marquer. Cela active la réponse immunitaire qui a pour objectif d'éliminer ou de tuer ce corps étranger. Résultat, un rejet aigu du greffon. Le vrai challenge, c'est de trouver une substance qui bloque la réponse immunitaire dans le greffon sans pour autant affecter le reste de l'organisme. Federica Marelli Berg et son équipe de l'université Queen Mary de Londres pourraient avoir trouvé la solution.
Nous nous sommes appuyés sur nos découvertes quant à la migration des cellules mémoire. Nous avons eu l'idée de cibler la mémoire topographique de ces cellules pour les empêcher non pas d'être activées, mais de migrer vers le greffon. En clair, si nous connaissons le code postal d'un organe précis, c'est-à-dire les molécules employées par les lymphocytes T pour le désigner, nous pourrons bloquer de façon ciblée leur migration vers cet organe. Des études cliniques doivent encore apporter la preuve de l'efficacité de ce nouveau médicament, mais il pourrait rendre la vie plus facile à tous les greffés. En dépit des effets indésirables liés à son traitement, Elmar Sprink veut continuer à aller de l'avant. Pour doser au mieux ses efforts et éviter de trop fatiguer son deuxième cœur, il se fait régulièrement examiner. En 3 ans seulement depuis sa greffe, son cœur s'est étonnamment bien adapté à sa vie de sportif. Sur le plan physiologique et sportif, rien ne différencie plus Elmar d'une personne normale. On peut même dire qu'il fait partie des 5 à 10% de sportifs amateurs les plus en forme. Elmar a un rêve, être le premier greffé cardiaque à faire un Ironman. Si certains développent une maladie cardiovasculaire au cours de leur vie, pour d'autres, les problèmes commencent dès la naissance. Nick, 10 ans, le fils cadet de la famille Fuchs, est né avec une malformation cardiaque. Une menace constante pour sa vie, difficile à gérer pour sa famille. Nick a une valve aortique rétrécie, ce qui oblige son cœur à plus d'efforts pour faire circuler le sang dans tout l'organisme. Il n'existe pas de traitement, sinon la pose d'une nouvelle valve. Nous nous réjouissions à chaque anniversaire, puisque son état se stabilisait avec les années. Nous savions que l'opération serait facilitée si son cœur était plus volumineux. Jusqu'au jour où il est devenu impératif de l'opérer pour qu'il puisse continuer à vivre. Pour garantir à Nick une vie la plus normale possible, une valve cardiaque particulière lui est destinée. Cette valve biologique d'un nouveau genre, la voici. Elle a été fabriquée en laboratoire par les chercheurs de l'École supérieure de médecine de Hanovre. Des pionniers de l'ingénierie tissulaire, la culture de tissus vivants. Ce genre de valve est une chance pour les enfants comme Nick. Elle grandira à son rythme, ne déclenchera aucun rejet et dans l'idéal fonctionnera toute sa vie, contrairement aux valves artificielles. Les autres valves cardiaques biologiques présentent les inconvénients habituels, surtout pour des enfants et des adolescents. Même si un adolescent a fini sa croissance, ce qui élimine déjà un problème, la viabilité des valves biologiques n'est que de 5 ans. Ensuite, il faut la remplacer. Et rebelote 5 ans plus tard. Cela fait 20 ans qu'Axel Averich se consacre à la médecine régénérative. Il a développé cette valve cardiaque innovante avec son équipe. Pour la fabriquer, les chercheurs utilisent des valves cardiaques humaines issues de donneurs. Dans des salles à hygiène contrôlée, toutes les cellules du donneur sont détruites au moyen d'une solution détergente spéciale. Il ne reste alors que la matrice de collagène. À l'implantation, cela va déclencher une réaction étonnante dans l'organisme. À peine la nouvelle valve est-elle cousue dans le cœur que l'organisme va déclencher son mécanisme de régénération endogène pour lui redonner un aspect normal. Les premiers envoyés sur place sont les globules blancs qui doivent déterminer s'il s'agit d'un corps étranger. Mais la valve n'étant pas constituée de cellules, ils ne vont pas l'identifier comme une intruse et la détruire. Ces globules blancs vont alors se différencier en macrophages qui peuvent devenir des cellules de tissu conjonctif. Les macrophages prolifèrent et en 6 mois colonisent toute la matrice. À la fin, la valve n'est composée que de tissus appartenant au patient lui-même. Le jour J est arrivé.
Nick va être opéré pour recevoir sa nouvelle valve cardiaque. Il dormait dans son petit lit d'hôpital, dans l'ascenseur le menant au bloc opératoire. L'équipe d'anesthésistes était là et l'a emmené. C'était un moment très difficile, puisqu'à ce stade, on ignorait s'il nous reviendrait ou pas. L'opération se déroule sous anesthésie générale, avec perfusion et monitoring de toutes les fonctions vitales. L'équipe de 10 personnes qui assistent le chirurgien Alexander Horke prépare le cœur de Nick à l'opération. Afin de retirer la valve défaillante, un appareil de circulation extracorporelle doit prendre le relais du cœur et des poumons de Nick pendant plusieurs heures. Tout est prêt pour la CEC? Oui, c'est prêt. La machine tourne à 2000. On va baisser la pression. Ok, pression baissée. La aorte est clampée, le cœur ralenti. Le cœur de Nick est arrêté. Il est temps de préparer sa nouvelle valve cardiaque pour la greffe. Il faudra 4 heures à l'équipe chirurgicale pour mener à bien l'opération. C'est le moment crucial. Le cœur-poumon artificiel est arrêté. Lentement, le cœur de Nick se remplit à nouveau de son sang. Le muscle cardiaque doit s'activer. Son cœur recommencera-t-il à battre tout seul? L'opération a réussi. Les cellules de Nick vont maintenant coloniser la matrice de collagène et la valve pourra grandir au même rythme que lui. Quatre semaines plus tard, le garçonnet s'est remis de la lourde intervention. C'est le début d'une nouvelle vie pour lui, avec un cœur en parfait état. Fini les médicaments et les opérations. Quand on revoit les photos de lui à l'hôpital, il y a 4 semaines, la différence saute aux yeux. L'incision est cicatrisée, il peut déjà sauter partout, il peut jouer au chamboule-tout comme on l'a fait ce week-end, il peut courir. C'est miraculeux. Depuis 2006, plus de 200 enfants ont reçu une valve cardiaque semblable à celle de Nick. Et tous se portent bien. Pourrait-on étendre cette méthode à la fabrication de cœurs entiers? C'est l'ambition des chercheurs de l'université d'Harvard à Boston. Là aussi, tout repose sur une matrice. Un cœur de porc décellularisé. Depuis 10 ans, le scientifique autrichien Harald Ott et son équipe tentent de faire revenir à la vie des cœurs morts. Des expériences qui rappellent celles du Dr Frankenstein, mais qui pourraient aider à compenser à terme le manque d'organes. Si on regarde de près, on voit que toute la structure du cœur est conservée, avec ses valves et ses vaisseaux. Sauf qu'il n'y a plus aucune cellule. C'est la matrice idéale sur laquelle recréer du tissu cardiaque dans le but de régénérer l'organe. Là où la procédure diffère de celle d'un ovre, c'est que le cœur est ensemencé avec les cellules du receveur dès l'étape du laboratoire, au moyen de simples cellules cutanées. Mais comment ces cellules peuvent-elles devenir des cellules cardiaques? Nous prélevons les cellules d'un patient et nous les reprogrammons en cellules souches. Notre procédure de développement biologique va orienter ces dernières pour qu'elles se différencient en cellules cardiaques, rénales ou pulmonaires. Alors nous sélectionnons ces cellules, vouées à devenir un poumon ou un cœur, et nous les implantons dans la matrice de l'organe concerné, de façon à recréer un nouvel organe.
Dans un bioréacteur spécial, les cellules reprogrammées du receveur vont pouvoir coloniser la matrice. Des facteurs de croissance ciblés les font évoluer et se multiplier en cellules musculaires cardiaques dans l'espoir de ramener le cœur à la vie. Si les chercheurs parviennent à recréer des cœurs entiers fonctionnels, ces derniers auront bien des avantages. Ils grandiront avec le receveur, ne seront pas rejetés par le système immunitaire et, plus important encore, dureront toute une vie. Les scientifiques estiment néanmoins qu'il faudra encore une 50aine d'années pour que la méthode soit au point. Le 5 juillet 2015, 3 ans après sa transplantation, Elmar va mettre son deuxième cœur à rude épreuve. C'est le jour le plus chaud à Francfort depuis le début des relevés météo. Comme 3000 autres participants, il prend le départ de la course Ironman. Plus de 11 heures de nage, de vélo et de course. Même pour un sportif avec un cœur normal, c'est un énorme défi physique et mental. Le cœur d'Elmar y résistera-t-il ? Si on me disait « continue ainsi et tu vivras 15 ans », mais si tu arrêtes, tu vivras 20 ans, je me contenterai des 15 ans, parce que pour moi, faire du sport est l'un des grands plaisirs de la vie. Ce jour-là, seul un tiers des participants franchit la ligne d'arrivée. Parmi eux, Elmar. Il ne peut pas s'empêcher de penser à l'inconnu qui lui a donné son cœur et de repenser à l'épreuve qu'il a endurée avant. Physiquement, je suis très résistant, mais mentalement, je suis très fragile. J'ai des flashbacks de ce que j'ai vécu. Dès que j'entends une sirène d'ambulance, les souvenirs remontent. Je dors mal, je souffre de stress post-traumatique. Les autres ne voient pas tout ça. Quelqu'un qui découvre mon histoire va se dire « il a reçu un nouveau cœur et hop, il fait un Ironman ». Mais rien n'est simple. Elmar n'est pas le seul dans ce cas. Depuis 2007, dans ce centre de rééducation à Menezes, en Rhénanie du Nord-Westphalie, tout un service est dédié à la psychocardiologie, une discipline encore jeune qui étudie l'interaction entre le cœur et l'esprit. Dès 1930, le docteur von Krehe, un interniste allemand renommé, a dit qu'une maladie cardiaque était toujours une maladie de l'esprit liée au stress. À l'époque, personne n'y croyait. Cela faisait ricaner. Mais depuis 30 ans, des études sérieuses en ont apporté la preuve, au-delà de simples hypothèses. On estime que 20 à 30% des personnes ayant survécu à une grave maladie cardiaque sont sujettes à la dépression ou à des crises d'angoisse. Les patients se sentent impuissants. La plupart d'entre eux subissent une longue anesthésie générale et doivent être reliés à un cœur-poumon artificiel. Pour beaucoup, c'est une idée terrifiante de savoir sa vie suspendue à une machine. D'après mon expérience, la souffrance psychique serait atténuée si on discutait davantage de toutes ces choses. Une souffrance et des angoisses qu'Elmar connaît bien et qu'il combat en s'efforçant de rester en bonne santé. Le sport est sa forme de thérapie. Quand Martin Halle, cardiologue du sport, entend parler du cas d'Elmar, il se propose d'étudier ce deuxième cœur si étonnant et d'assurer l'accompagnement médical d'Elmar, dont la musculature est tout de même affaiblie par le traitement anti-rejet. Le résultat des tests montre que l'entraînement sportif d'Elmar semble avoir eu un effet inattendu. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que dans l'effort, son pouls grimpe bien plus vite que chez d'autres transplantés. Lors d'une greffe de cœur, les connexions nerveuses sont coupées. Donc, en général, dans une situation d'effort, le pouls d'un greffé cardiaque n'augmente que légèrement, beaucoup moins que dans un cas normal. Le greffé se fatigue donc plus vite. Les nerfs cardiaques d'Elmar semblent avoir repoussé si bien que son pouls augmente normalement, comme le ferait celui d'un athlète même. Ces terminaisons nerveuses cardiaques ont retrouvé leur fonction, ce qui fait de lui un cas à part.
Lors de sa greffe, les nerfs reliant le cœur d'Elmar au système nerveux central ont été sectionnés. Cela explique qu'au début, du moins, comme tous les greffés cardiaques, son nouveau cœur n'était pas commandé par le cerveau, mais seulement par les hormones dans le sang. La régénération des nerfs d'Elmar est un fait exceptionnel. On dit souvent qu'on voudrait passer plus de temps en famille ou partir en voyage, mais on ne le fait jamais. Et soudain, on est vieux. Je voudrais que mon histoire incite les gens à faire ce dont ils ont envie, car la vie peut changer brutalement. C'est dans cet état d'esprit qu'Elmar décide de relever un autre défi sportif encore plus fort, la Transalpine Run. 7 jours de course sur 250 km et avec 15 000 mètres de dénivelé. La course de montagne la plus extrême d'Europe. Elmar s'entraîne dur pour réaliser son rêve. Son nouveau cœur semble toujours en excellente forme, mais il sait que son temps est compté. La science a-t-elle une solution alternative aux cœurs humains issus de donneurs? Cette petite machine pourrait bientôt remplacer durablement un cœur affaibli. Conçu par la société Carmat, près de Paris, ce cœur artificiel pourrait prolonger de 5 ans la vie des patients en attente d'une greffe. Son inventeur est le docteur Alain Carpentier. Dans les années 1960, il a marqué l'histoire de la médecine avec la première bioprothèse valvulaire, alliant armature métallique et tissu porcin. J'ai trouvé que si on utilisait des valves prélevées chez l'animal, on pouvait très bien éviter la formation de caillots. Bon, quand on résout un problème, il y en a un autre qui naît, et celui qui naîtait était les réactions immunologiques. Mais ça, fort heureusement, j'ai pu les résoudre par des traitements chimiques. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser le même matériau pour le cœur artificiel. Dans la salle blanche de la société, les bioprothèses valvulaires sont préparées. La membrane est recouverte de tissu bovin, puis traitée avec une substance biochimique qui va minimiser son rejet par l'organisme. L'un des objectifs de Carmat, éviter aux patients la prise d'anticoagulants à vie, qui entraîne un risque d'hémorragie mortelle. Voici comment fonctionne le cœur artificiel. Les informations normalement transmises par le système nerveux sont ici traitées par des capteurs électroniques. Le cœur fonctionne avec 2 moteurs reliés à des pompes hydrauliques. L'électronique de pilotage surveille en permanence la pression sanguine dans la prothèse et adapte son rythme aux besoins immédiats. Les ventricules séparés par des biomembranes pompent le sang, le font circuler dans les poumons et renvoient le sang enrichi en oxygène dans le système sanguin. Les batteries qui alimentent le dispositif se trouvent à l'extérieur. Une étude de faisabilité a été menée sur 4 patients, avec des résultats prometteurs, jusqu'à la mort du premier d'entre eux au bout de 3 mois. Nous en étions encore à un stade précoce du développement de la prothèse. Un composant électronique ne fonctionnait pas correctement à cause d'un défaut de fabrication. Après cela, nous avons mis en place des critères de sélection ultra stricts pour les composants. Une nouvelle phase de l'étude clinique doit porter sur 25 patients. Si elle est concluante, cette invention pourrait aider bien des patients à survivre à la longue attente d'un greffon. Cet autre cœur artificiel a été développé par des chercheurs allemands. Sa différence avec le cœur Carmat, une alimentation électrique qu'il s'efforce de rendre plus confortable. Nous implantons une bobine dans l'organisme, tandis que l'autre reste à l'extérieur. Cela génère du courant par induction, à travers la peau. Nous prévoyons même d'implanter une petite batterie de réserve dans l'organisme, qui permettrait de se passer de la partie extérieure, par exemple pour une demi-heure. La batterie de réserve assurerait l'alimentation, laissant au patient le temps de se doucher. Il y aurait le même avantage qu'un cœur transplanté.
Ulrich Steinzeifer et son équipe de l'École supérieure polytechnique d'Aix-la-Chapelle travaillent depuis 2009 sur ce cœur artificiel totalement implanté. De quoi assurer une meilleure qualité de vie, mais à une condition, que le cœur artificiel s'adapte aux patients. Il est commandé bêtement, si je puis dire, par un ordinateur. Il faut donc d'abord lui apprendre comment réagir quand on monte un escalier ou qu'on se lève le matin. Nous avons tous déjà eu un vertige en nous levant trop vite parce que notre cœur a besoin d'un petit temps d'adaptation. Cette prothèse aussi doit s'adapter seule. Sur ce banc d'essai, les chercheurs simulent l'appareil circulatoire humain de façon à programmer le cœur artificiel à différentes situations du quotidien. Ils évaluent comment le système sanguin réagit au cœur quand on se lève, qu'on court ou qu'on se repose. Le principal défi, c'est d'améliorer l'adaptation de la prothèse à l'organisme. Les appareils déjà existants sont petits parce que le moteur et beaucoup d'autres composants sont externes. Mais pour tout mettre à l'intérieur où la place est limitée, il faut trouver un équilibre entre la taille maximale que la prothèse peut avoir et la performance à assurer. Tous les cœurs artificiels existants ont en commun d'être encore trop gros et trop lourds. Les chercheurs allemands veulent réduire sa taille pour le rendre implantable également à des patients plus jeunes. En laboratoire, ils ont déjà réussi à faire battre leur cœur artificiel 200 millions de fois, soit 5 années de vie. Mais à quoi ressemblerait cette vie sous contrôle d'une machine ? C'est une décision très personnelle. Il est facile de se dire a priori « je ne veux pas d'une machine dans mon corps ». Mais quelle serait notre décision si on savait qu'on n'a plus que quelques jours à vivre? Si on nous dit « soit tu acceptes cette drôle de machine, soit tu meurs ». Quand on est assis, là, en bonne santé, difficile de dire quel serait notre choix. Sacha Hasenwert, lui, a fait son choix. Un cœur artificiel. Quand il entre dans une pièce, difficile de ne pas l'entendre. Son cœur bat à 72 décibels, autant qu'un aspirateur. Cela fait 1 an et demi qu'il vit ainsi, avec le seul dispositif autorisé développé par une société texane. Le jeune homme de 34 ans souffre d'une faiblesse cardiaque génétique. Comme Elmar avant lui, il attend un cœur à l'hôpital de Badenhausen. Je pourrais pas dormir avec ça, c'est impossible. Moi, je ne l'entends même plus. Il ne m'a fallu qu'une semaine pour m'y habituer. Comment ça marche? Ça a l'air compliqué avec ces tuyaux. Non, en fait, c'est tout simple. Ils m'ont enlevé tout le cœur, qui a été remplacé par une prothèse en 2 parties, comme une moitié gauche et une moitié droite. Tu n'as plus ton ancien cœur? Non, plus du tout. Le cœur artificiel a été relié ou cousu aux artères avec des tuyaux spéciaux. Dans chaque moitié en plastique, il y a des membranes qui se gonflent et se dégonflent comme une pompe. Le mécanisme est actionné avec de l'air comprimé depuis le sac à dos. Ce cœur artificiel garde des patients en vie, mais avec une qualité de vie très limitée. Le pouls de Sacha est fixé à 130, qu'il dorme ou qu'il soit stressé. Un rythme cardiaque semblable à celui d'Elmar lors d'un marathon. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'une machine puisse réellement remplacer le cœur humain. Il ne reste plus que quelques jours avant le départ de la Transalpine Run à Munich. Elmar fait un dernier bilan de santé pour s'assurer que son cœur y est bien préparé. Je n'ai jamais fait de compétition sur plusieurs jours. Même lors d'un triathlon ou d'un Ironman, l'effort dure 10 à 12 heures maximum, sur une seule journée. Là, j'imagine qu'il faudra faire entre 5 et 7 heures par jour, chaque jour. On peut s'attendre à ce que mon muscle cardiaque fatigue, comme un muscle normal. Son cœur bat normalement, ses valeurs sont bonnes. Aux yeux de Martin Halle, le pari d'Elmar est incroyable. C'est hallucinant. C'est un homme qui avait une grave pathologie du myocarde et qui a dû être transplanté.
Après son opération, il ne pouvait marcher que quelques mètres. Et maintenant, le voilà qui peut faire des marathons ou cette course à travers les Alpes. Je trouve ça fascinant. Cinq ans tout juste après son opération, Elmar entame le plus ambitieux de ses challenges sportifs. À 9h pile, comme d'habitude, il prend ses médicaments anti-rejet. Puis c'est le signal du départ. Il est le premier greffé cardiaque à participer à la Transalpine Run. La course compte 7 étapes. Départ de Garmisch-Partenkirchen, traversée de la vallée de Pitztal jusqu'à Sölden, puis le Tyrol du Sud en Italie jusqu'à Bressanone. Un effort monstrueux pour le cœur. 7 jours plus tard, Elmar franchit la ligne d'arrivée. C'était magnifique. Mon pouls était un peu plus rapide, mais ce n'est pas lié à mon cœur greffé. Je dis ça pour chipoter. J'ai pu participer à la course, me faire plaisir, mais 7 jours comme ça, c'est bien assez. Là, je ne veux plus courir pendant une semaine. Elmar a vaincu la Transalpine Run, la preuve que son cœur greffé est capable d'un tel effort. Et il ne compte pas s'arrêter là. Je me suis fait un portrait de mon donneur. J'imagine qu'il aimait aussi les sports d'endurance, qu'il en pratiquait. Cela rend les choses plus faciles à accepter. Et j'espère que de là où il est, il peut voir tout ça. L'histoire d'Elmar est très motivante. Ça fait 50 ans qu'on pratique des greffes cardiaques. Et aujourd'hui, une personne greffée peut faire des efforts aussi extrêmes. Même s'il y a peu de gens comme lui, c'est un bon exemple de ce que la médecine est capable d'accomplir.